Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de ce samedi 7 novembre 2020. Dans l'actualité aujourd'hui, après 4 jours de suspense et de polémique, le démocrate Joe Biden a été élu président des États-Unis. C'est la Pennsylvanie qui a définitivement fait basculer le scrutin en sa faveur. Joe Biden qui aura pour vice-présidente, et c'est une première dans l'histoire américaine, une femme. Vous entendrez quelques réactions recueillies localement. On vous en dit plus également dans ce journal sur l'ambiance post-électorale avec Heidi Henko actuellement aux États-Unis et qui a vécu de l'intérieur au milieu des citoyens américains ce scrutin, pas comme les autres. Et pendant ce temps au Fénois, les sportifs traditionnels se sont donné rendez-vous aujourd'hui à Punaauia pour la deuxième journée du Heiwatu Aru Maohi, un événement qui s'est déroulé à huis clos, mais notre équipe de journalistes a pu y assister. Le résumé, c'est dans un instant. Plusieurs kits sanitaires ont été gracieusement distribués à Ta'a par l'association Fa'aha. Les personnes vulnérables, telles que celles en longue maladie ou les matahiapo, ont donc reçu quelques équipements de protection, une initiative 100% citoyenne. Un camp de surf pendant les vacances pour se perfectionner en vue des compétitions. Une quinzaine d'adolescents y ont participé. C'est l'école de surf de l'ancien professionnel Steven Pearson qui l'organisait, au programme camping et entraînement. Et pour finir ce journal, nous irons à Uapogo Marquise à la rencontre d'une restauratrice qui continue fort heureusement de servir quelques touristes de l'Aranui, mais qui a dû adapter son activité à cause des mesures sanitaires liées au Covid-19. C'est une actualité qui dépasse largement les frontières du pays de l'oncle Sam. Joe Biden a été élu 46e président des États-Unis. Le démocrate succède à Donald Trump à l'issue d'un scrutin que l'on peut qualifier de rocambolesque. Le décompte des grands électeurs n'est pas encore totalement fini, mais Joe Biden a d'ores et déjà récolté, d'après plusieurs médias américains, 279 grands électeurs contre 214 pour son adversaire. Donald Trump continue toutefois d'accuser les démocrates d'avoir fraudé. Plusieurs recours ont été déposés par les républicains auprès de la Cour suprême, notamment pour l'État de Pennsylvanie qui a définitivement scellé la victoire de Biden. À noter qu'aux côtés de l'ancien sénateur du Delaware, la première femme vice-présidente des États-Unis sera nommée. Il s'agit de Kamala Harris, sénatrice de Californie. L'élection du président des États-Unis, de la campagne jusqu'au résultat, a été marquée par de fortes tensions entre les démocrates et les républicains. Ces derniers accusent d'ailleurs les premiers d'avoir truqué le scrutin. Quoi qu'il en soit, c'est l'euphorie en ce moment même dans les rues de plusieurs grandes villes américaines. Heidi Henko, vous vivez de l'intérieur la célébration des démocrates. Oui, bonsoir. Eh bien, écoutez, ce soir, je suis à Los Angeles, sur Santa Monica Boulevard. Et ici, on s'est retrouvés pour faire la fête, pour fêter la victoire des démocrates, Joe Biden et Kamala Harris. Tous les deux qui se sont exprimés il y a quelques heures seulement pour tout d'abord marquer le coup, marquer la victoire. Un discours qui a d'abord été prononcé par Kamala Harris. Vous savez, c'est la première femme à atteindre le poste de vice-président ici aux États-Unis. Mais pas n'importe quelle femme, c'est d'abord une femme d'origine jamaïcaine mais aussi indienne. Donc, qui fait partie de ces minorités qui ont beaucoup voté lors de ces élections. Et puis, bien sûr, la victoire de Joe Biden qui sera le 20 janvier prochain le 46e président des États-Unis. Ici, vous voyez, c'est la liesse. On est heureux. On souhaite participer à cette victoire. Mais bien sûr, il faudra attendre à peu près 73 jours jusqu'à ce qu'il soit officiellement intronisé. Parce que ça va se passer le 20 janvier 2021 à Washington. En attendant, le président Trump est encore président des États-Unis. Mais ce soir, Joe Biden a fait un discours pour ramener l'union au sein des États-Unis. Et donc, ça sera évidemment la tâche la plus difficile dans un pays divisé, dans un pays où le Sénat et la Chambre des représentants est vraiment en équilibre, bleu et rouge. Et bien, Joe Biden et Kamala Harris devront se mettre à pied d'œuvre
les premiers chantiers, eh bien, ce sera évidemment le coronavirus, ce sera la lutte contre ce virus sur les États-Unis, qui est le pays le plus touché. Et ensuite, Joe Biden a aussi parlé évidemment du climat. Il a parlé de ramener ici une certaine sérénité au sein des États-Unis, mais aussi auprès de ses partenaires européens et dans le monde. Et donc, ça va être beaucoup de travail qui les attend à partir du 20 janvier prochain. Et à noter que Donald Trump ne s'est toujours pas exprimé et qu'il attend que la justice et notamment la Cour suprême annulent les élections et le décompte des votes illégaux qui, je cite, lui ont volé la victoire. Et aux États-Unis, pour les démocrates, les scènes de liesse ont duré toute la journée. Et pour l'instant, les partisans de Trump n'ont pas provoqué d'incident majeur. Thierry Stampfler, Christian Dezeau. C'était leur première apparition depuis que les grands médias ont annoncé ce matin leur victoire. Un Joe Biden qui a prôné le retour à des valeurs bafouées depuis 4 ans. Les États-Unis nous ont appelés, nous ont demandé de faire preuve de décence, de défendre l'équité, de défendre la science, de défendre l'espoir et la plus grande bataille de notre époque. La bataille pour endiguer cette pandémie, pour promouvoir la prospérité, pour offrir une sécurité sociale à tout le monde, pour supprimer à la racine le racisme systémique aux États-Unis. Et sauver notre planète en luttant contre le changement climatique. Mais c'est aussi la future vice-présidente qui fera l'histoire, une première femme à ce poste, métisse, jamaïcaine et indienne de surcroît, qui a dédié son succès au combat de toutes les femmes et d'abord aux ceux de sa propre mère. Lorsqu'elle est venue d'Inde à l'âge de 19 ans, bien, elle ne s'imaginait peut-être pas ce moment, mais elle était convaincue d'une chose. Elle savait que aux États-Unis, ce genre de choses est possible. Je pense donc à elle. Je pense à la génération de femmes, les femmes noires, asiatiques, blanches, latines, amérindiennes, toutes ces femmes qui, à travers l'histoire, ont ouvert la voie jusqu'à arriver à ce moment. Toute la journée, les électeurs démocrates ont fêté cette victoire. C'est l'amour qui a gagné aujourd'hui, c'en est fini avec la haine. On a réussi! Les supporters de Trump, eux, se sont rassemblés en plus petit nombre, sans incident notable. Le président sortant parle de fraude et ses partisans, qu'ils soient aux États-Unis ou à Tahiti, n'arrivent pas à avaliser ce qu'ils considèrent comme un scrutin truqué. Il y a eu beaucoup d'irrégularités, un déficit de surveillance. Dans les États où les résultats sont très serrés, ce n'est pas un recomptage qu'il faudrait faire, mais de voter à nouveau, sous le contrôle de l'armée. On verra bien alors qui est le vrai vainqueur. Côté démocrate, on pense déjà à l'avenir avec un soulagement perceptible. J'étais soulagé de voir qu'un écart réel existe dans plusieurs États. Bien sûr, Trump pourra toujours contester, mais si on recompte, cela ne changera rien. Quand il sera président, Biden devrait reconstruire l'État, car Trump a supprimé quantité de financement pour différents organismes gouvernementaux. Je pense que le nouveau président va d'abord remettre en route tous ses services publics, revenir à la normalité en fait. Joe et Jill Biden ne rentreront à la Maison-Blanche que le 20 janvier prochain, 2 mois pendant lesquels de sérieux remous sont encore attendus. Retour au Fénois, où la passion pour les sports traditionnels est plus forte que la crainte d'attraper le coronavirus. La preuve aujourd'hui avec l'organisation de la 2e journée du Heivatu Arumahui. Au programme, lancer de javelot et lever de pierre ce matin, une journée sportive particulière puisque l'organisation a dû s'adapter à la mise en place des gestes barrières. Kaline Yénard et Sandro Ly sur des images de Marcel Bonneau.
Les athlètes, s'il vous plaît, vous avez des cases pour chacun, respectez les distanciations. Distanciation sociale, masque obligatoire, désinfection et journée à huis clos sans spectateurs ou presque. Ce Heiva Tuaro Maori est marqué par les règles imposées liées à la Covid-19. Malgré tout, la motivation est bien présente chez tous les compétiteurs. On n'a pas vraiment besoin qu'il y ait beaucoup de monde, mais on vient toujours en famille. Le Tuaro Maori, c'est un sport de famille. Tous les champions de javelot sont issus de Anna. La finale se fait ex-aequo entre Inatio Raveino et son neveu Nyanariki. Le tonton cède la première place au plus jeune. Ter Eiratia, 14 ans, se mesurait pour la première fois au lever de pierre. Il réussit à soulever 80 kilos malgré les difficultés et finit à la deuxième place. J'avais pas la bonne position pour mettre sur l'épaule. C'est pour ça aussi, j'avais le stress aussi. Le lever de pierre est une épreuve de vitesse et de force. Heiva Teinauri fait le meilleur temps de la journée en 1 seconde 56 centièmes. Lui qui détient le record de Polynésie depuis 2017 avec 1 seconde 40 centièmes. Il faut s'entraîner dur. Notre poids, nous à l'entraînement, on porte du 120, 140. Mais en compétition, c'est une pierre de 80 kilos. En catégorie Vahine Master, c'est une pierre de 50 kg à soulever. Défi remporté en 1 seconde 69 centièmes par Imelda Raurahu. Le secret, c'est la prise qu'il faut la connaître d'abord en tout premier. Et puis être là, en plein sur le terrain, c'est la rapidité après. Le prochain rendez-vous du Tuaro Maori aura lieu à Moorea pour l'épreuve du Copra. Puis à Taha'a pour le décortiquage de coco et le Copra. Et à noter qu'il y avait également du grimpé au cocotier, c'était cet après-midi. Sur l'île de Ta'a, dans la commune de Fa'aha, une association a organisé aujourd'hui une distribution de kits sanitaires pour la population. Dans chaque kit, une dizaine de masques chirurgicaux, des gants, du savon et même du doliprane pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Les personnes en longue maladie et les matahiapo ont été les principaux bénéficiaires. Les précisions avec Punua Toti. Sur le terrain aujourd'hui, l'association Yaoranaf Aha est au contact de la population. En cette période d'épidémie de Covid, l'île de Ta'a n'est pas épargnée. On comptabilise ici 15 cas de Covid. Pour l'association, la solidarité est importante et elle se traduit par la distribution de kits sanitaires. En ce temps de Covid, l'association a décidé de mener une action de solidarité sanitaire en offrant des kits sanitaires avec masques, gel, doliprane, savon, voilà, tout le nécessaire. Yaoranaf Aha a pu recenser la population de la commune de Fa'aha et ses spécificités. Pour un total de 432 habitants, on distingue 150 familles avec plus de 87 personnes âgées et une soixantaine de personnes à langue maladie. L'association a comptabilisé plus d'une centaine de foyers. Donc on a pu préparer 100 kits pour pouvoir faire bénéficier les familles nombreuses et les familles où il y a des personnes âgées, ceux qui sont en longue maladie. Pour la population, l'opération menée par l'association arrive au bon moment et c'est une première qu'elle apprécie. C'est la première fois que ce genre de manifestation est organisée ici à Ta'a. C'est très bien. Nous allons accepter ce que vous nous donnez, puisque vous avez donné de votre temps pour préparer ce kit. Je dirais aux familles d'accepter ce kit. C'est une aide qui nous vient de la commune ou encore du pays. C'est ce dont on a besoin. Après plusieurs semaines de préparation, l'association entend renouveler son action. Objectif, faire bénéficier le plus grand nombre de familles à Fa'aha de kits sanitaires, toucher et sensibiliser toute la population en passant par les églises et enfin participer à l'accompagnement et à la prévention de tous. Et espérons que cette distribution de kits sanitaires permettra de ralentir la propagation du virus du côté de Ta'a. C'est le dernier week-end des vacances scolaires avant la reprise de l'école lundi. Avec les mesures sanitaires, certains enfants se sont peut-être ennuyés, mais ça n'a pas été le cas des jeunes surfeurs qui se sont inscrits au camp d'entraînement organisé par Steven Pearson. Entre camping et session de surf, ils ont pu se perfectionner sur les vagues, notamment du beach break de Taru. Avec Arihuetif Afana, nous avons pu les rencontrer. Regardez.
Pour être aussi à l'aise sur une planche de surf, mieux vaut s'y mettre dès le plus jeune âge. Et la fierté de Steven Pearson, qui a monté son école de surf il y a maintenant 5 ans, c'est d'avoir suivi une petite quinzaine d'adolescents de leur initiation à la compétition. Avec Steven, on travaille le physique, la gestuelle, le choix de vague, le placement, la fluidité des manœuvres pour qu'en compétition, on puisse bien gérer, avoir des bonnes notes. C'est bien, on progresse avec Steven. Il nous donne plein de conseils à l'eau, sur les séries, sur les compétitions. Tu penses que tu as progressé durant ce concert? Énormément. Samuel, un 6 et un 3, il te manque ton backup. Et pour le perfectionnement de ces ados, âgés de 11 à 14 ans, chaque détail compte. Ainsi, lors des entraînements et des camps de surf, l'ancien professionnel ne laisse rien au hasard. Il décortique tous les aspects de leur technique, image à l'appui. Et plus tu vas appuyer sur le rail, plus tu vas envoyer de la gerbe et moins tu vas perdre de la vitesse. Pour garder ta vitesse, il faut être sur le rail. Il y a 3 groupes à peu près et ils ont différents objectifs et différents travails. Donc Daryl qui a un très bon niveau, lui, je vais être un peu plus sévère et un peu plus pointilleux sur son surf. Et parce que le talent ne suffit pas, les entraînements intègrent forcément une préparation physique rigoureuse. Mais ça, c'est pour l'aspect compétition. En tant qu'éducateur avec tous ses élèves, Steven reste donc indulgent. Je ne force pas du tout les élèves à faire de la compétition. Je suis juste là pour les faire progresser. Et après, c'est eux, s'ils me disent qu'ils sont intéressés par la compète, je les envoie en compète et je les coach aussi sur les compètes. Le dernier camp de surf des vacances s'est achevé hier. Les enfants ont forcément tous progressé dans leur surf, mais le plus important, c'est qu'ils en gardent des souvenirs humains indélébiles. Et depuis la création de son école de surf en 2015, Steven Pearson a initié plus de 300 personnes. Un terrain synthétique flambant neuf pour la S Tefana. Il a été inauguré ce matin à huis clos, uniquement en présence des représentants de la commune de Fa'a et les dirigeants du club de Pour-Hay. Plus de 400 millions ont été investis. Thomas Flore, le président de la section foot de la S Tefana, nous détaille les travaux qui ont été effectués. Il est au micro de Gilles Tautou. La rénovation du tapis, la rénovation et puis l'assainissement, tout a été revu. Et ainsi que les toitures qui ont été posées sur l'estrade pour les spectateurs et également l'éclairage. Les 4 poteaux, les 4 pylônes sont à 33 mètres de haut et l'éclairage sont à 400 lux. D'accord, c'était important cette rénovation? Très important parce que c'était les normes obligatoires qui imposent pour avoir le label de FIFA 1. Et ces travaux sur le terrain de la S Tefana à Pour-Hay ont duré près de 2 ans. À Ouapou, à chaque escale du bateau de croisière Aranoui, les tables des 2 restaurants de l'île se remplissent plus ou moins en fonction des voyages. Crise sanitaire oblige, les 2 établissements se sont adaptés à la nouvelle organisation. Notre correspondant Lionel Tehamouana est allé à la rencontre de Marie, traiteur et co-gérante du restaurant Hayapa, là où les touristes, à peine débarqués, ont la possibilité de déguster quelques spécialités. Le reportage. À Hakahau, la reprise des croisières avec l'Aranoui est un véritable soulagement pour Marie, gérante d'un restaurant familial. Ce matin, elle peaufine l'arrivée de ses convives. Après de longs mois d'attente et de disette, c'est un vrai soulagement de pouvoir servir à nouveau des couverts. Nous attendons 80 touristes pour demain. Il faut déjà préparer la liste des touristes, mettre déjà le temps des tables, parce qu'il faut au maximum 6 personnes par table. Donc là, ils ont déjà préparé leur plan de table et nous, on les place déjà comme ça, comme ils ont déjà prévu. Conséquence directe de la crise sanitaire, les touristes sont moins nombreux aux marquises. Le reconfinement en France est un nouveau coup dur pour les portions de famille qui ont enregistré des annulations en cascade. Le voyage dernier, on était à 76 et habituellement, avant qu'il y ait le Covid, on tournait vers 120, 150 maximum. Les mesures barrières ont obligé Marie à se réorganiser. Son protocole sanitaire est calqué notamment sur les instructions du gouvernement, protocole sur lequel elle ne lésine pas. C'est la distanciation qu'il faut prendre parce que ça prend plus de place et
Au niveau personnel aussi, j'ai rajouté 3 personnes. Et même pour le service, il faut servir par les touristes par assiette. En attendant une reprise normale, les touristes ont le privilège d'apprécier les spécialités du restaurant avant la poursuite de leur croisière à travers les îles des Marquises. Une table marquisienne est toujours bien garnie. Parole de touriste. Et tout cela, ça donne l'appétit. Le 3e tome des Aventuriers du Pacifique de Daniel Pardon vient de sortir chez Happy Éditions. Il vous entraînera aux 4 coins de la planète à travers 20 nouvelles biographies. Aventuriers, missionnaires, explorateurs, commerçants, criminels, bagnards, hommes d'affaires, femmes parfois et cannibales même. Toutes ces fortes têtes ont participé à construire le grand mur de l'histoire du Pacifique. C'est la fin de ce journal. L'information principale, c'est bien sûr l'élection de Joe Biden, qui deviendra au moment de son investiture officielle en janvier le 46e président des États-Unis d'Amérique. Le démocrate a devancé le président sortant Donald Trump de plus de 4 millions de voix. Vous avez pu voir dans ce journal l'ambiance côté démocrate avec notre journaliste Heidi Henko. C'est la fin de cette édition d'information. Demain matin, pour les journaux radio, Tita Wadoum et David Chang seront aux manettes à partir de 6h30. On se quitte sur des images de la vie paisible dans les Tuamotu, plus précisément à Arutua. C'est bientôt la fin des vacances scolaires, mais ça n'empêche pas de se relaxer un petit peu. Prenez donc bien soin de vous et on se retrouve demain soir. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet